Ça fait rudement joli, toutes ces petites chaises dorées. Oh, Chouquette, as-tu bien mis des cartes presse sur toutes celles du premier rang? Oui, Mme Thérèse. Ça ferait des drames, tu sais. Il n'y a pas plus susceptible que les chroniqueuses de mode. Oh, mais je t'en prie, ne danse pas comme ça sur place tout le temps, tu me donnes le mal de Que mer. voulez-vous, Mme Thérèse? Des défilés de couture, j'en ai encore jamais vu qu'au ciné, alors... Alors, si tu tiens à voir celui-ci, reste tranquille, s'il Oui, te plaît. Mme Thérèse. Dites, Oui. vous croyez que M. Serge sera de retour à temps pour la présentation? Mais s'il n'est pas là, je le remplacerai. Passe-moi donc les programmes, tiens. Oui, mais vous, ça fera pas le même effet à la patronne. Depuis 6 semaines que son chéri est parti. Ah, ma petite, un bon conseil. Si tu te plais chez Léa Montier, ne t'amuse pas à colporter ce genre de ragot. Oh, bah c'est celle du flou qui raconte que lorsque M. Serge est... Peut-être, mais un rat de couloir, ça se remplace plus facilement qu'une bonne ouvrière. Tu saisis? Faudrait être bouché. Oh, visez-moi la toupie qui arrive pour la collection. Mais tais-toi donc, espèce de gourde, c'est Madame Prentice. La patronne a dit, Madame Prentice arrivera, faites-la asseoir, soyez pleine d'égards. Elle connaît tout Paris. Elle tire les cartes. Mais non, elle est détective. Elle est quoi? À chaque fois qu'il y a un grand crime, c'est elle qui trouve qui c'est qui a tué. C'est une amie du commissaire Berval et de la patronne. Pourquoi qu'elle a pas un nom français? Parce qu'elle est veuve d'un Américain. Pardon, mademoiselle. Je suis un peu en avance pour la présentation. Pouvez-vous me placer? Je vais par ici, madame. Merci. Mais bien, remue-toi un peu. Qu'est-ce que tu as? Tu es malade, enfin. C'est le chapeau. Cette espèce de jupon avec des faveurs mauves. C'est pas un jupon, c'est une Charlotte. Mais si elles viennent pour les crimes, la Charlotte, qu'est-ce qui est mort dans la maison? Dans un peu, on le saura. Ah, cette fois, voilà 2 clientes. Mais quoi? Mais on a pourtant bien mis 15 heures sur les invitations. Oh, tu m'as fait peur. Celles-là sont des amies de la maison. La grosse qui se regarde dans la glace, c'est la baronne Davidson. Elle écrit dans les journaux américains. Mince alors. Et l'autre? C'est une cousine de la patronne, Madame Marie Pépis. Elle a un magasin d'antiquités, Faubourg Saint-Honoré, et elle est très, très riche. Bah, à la voir, on dirait pas. Mais tais-toi, les voilà. Oh, nous arrivons trop tôt, Marie. Moi, j'ai l'habitude. Dans la couture, 15 heures, ça veut dire 4 heures. Je le sais, Alice, mais je tiens à voir Léa avant le défilé. À votre aise. J'en profiterai pour nous choisir 2 bonnes places. Bonjour, mesdames. Voici le programme anglais, français. Celui-ci, merci. Très bien. À tout à l'heure, Marie. Oui, à tout à l'heure. Léa est dans son studio, Madame Thérèse. Et oui, Madame Pépis, je vais vous... Non, non, inutile. Inutile, je connais le chemin. Ma chère Léa, je suis arrivée de bonne heure pour avoir le temps de te voir. Après le défilé, tu seras tellement entourée. Alice, qui a eu par Serge un aperçu de quelques modèles, assure que ce sera un grand succès. Oui, ça je le crois aussi. Oh, en touchant du bois. Et tu y auras contribué, ma chérie. Si je n'avais pu compter sur toi... Oh, je t'en prie, c'est tout naturel. Entre cousines. Puisque Serge est de retour, dis-lui de me téléphoner et nous arrangerons cela. Serge? Pourquoi lui? Oh, ma chère Léa, si l'on mêle les affaires à l'amitié, c'est toujours au détriment de l'une ou des autres. Laisse donc Serge s'occuper de ces détails. Tu n'auras qu'à avaliser sa signature avec l'hypothèque pour garantie. C'est donc ça. J'aurais dû me douter que tant d'amabilité cachait quelque chose. Et me rappeler de quoi tu es capable. Je suis capable de t'avancer les millions dont tu as besoin. Oui, oui, tu as bien calculé ton coût. Comptant sur toi, j'ai mis toutes mes disponibilités dans la collection. Cette commande pour le film Qu'on tire d'adorable Adèle m'assure une publicité du tonnerre. Mais enfin, j'ai besoin de fonds pour l'exécuter. Heureusement, je suis là. À certaines conditions. Je n'ai pas dit mon dernier mot, Marie. Et à ta place, je serais moins fière. Si tu t'imagines que Serge marchera dans ta combinaison... Ah, mon petit Serge, tu as vraiment une veine insensée. Dire que si tu étais revenu par avion... À quoi tiennent les choses, hein? Sada? Non, non, merci, nature, non. Dis donc, elle est comme dans ces films. Différente mais parfaite. La femme en fleurs. Ah, et toi, l'homme en bourgeon, hein? Tu l'as contacté dès le premier jour de la traversée? Oui. Léa m'avait écrit que nous allions exécuter les costumes du film. Ça m'a servi d'entrée en matière. Mais Léa, comment va-t-elle prendre ça? Oh, très mal. Ah. Nora m'a dit de laisser ma ligne aux abonnés absents et de faire le mort, qu'elle se chargerait de tout arranger. Léa sera bien obligée de s'incliner, avec grâce, si elle ne veut pas perdre la commande du film. Non, à vrai dire, celle qui me tracasse le plus, c'est Martine. Ah, oui, la petite illustratrice à qui tu avais jeté les croquis. C'est ça, oui. Joli pépé.
Autant que je me rappelle. Enfin. Oui, mais sentimentale et naïve comme tu n'as pas idée. Ah bon? Elle s'est mis dans la tête que nous nous fiancerions à mon retour. Oh, diable! Non, mais le pire, c'est qu'on lui a demandé de dessiner les costumes parce qu'elle avait illustré l'édition de luxe du roman. Elle m'a écrit sa joie à l'idée de cette collaboration. Ah, il n'y a pas que des agréments à être un grand charmeur. Mais pourquoi m'as-tu appelé d'urgence de ton retour? Parce que Martine est susceptible d'accourir d'un moment à l'autre et que j'aimerais te voir opérer une petite diversion. Ah. Entre amis, ça ne se refuse pas. Je désirais parler à Madame Prentice. C'est moi-même. Ma bonne est sortie. Oh, excusez-moi, madame. On m'avait donné votre adresse, mais sans me... Je suis... Nora Donna, une de mes actrices préférées. Je vous ai tout de suite reconnue. Entrez donc. Merci. Vous m'imaginiez autrement, n'est-ce pas? Oui, je ressemble beaucoup plus à la feu Queen Mary qu'à l'idée qu'on se fait d'un détective privé. D'ailleurs, je n'enquête jamais qu'en amateur. Toutefois, si je puis vous être agréable, ce sera un prêt et rendu, en quelque sorte. Vous êtes trop gentil. Eh bien voilà, je dois commencer bientôt Adorable Adèle. Et j'ai reçu une lettre... Tenez, regardez. Ne tourne pas, adorable Adèle, ou ce sera ton dernier film. Pas très original comme style. Et c'est banalement tapé à la machine. Alors qu'on peut faire de si jolies compositions en découpant les journaux. Je suis heureuse de voir que vous ne prenez pas ça au tragique. Bon, vous non plus, si je ne m'abuse. Bon, à vrai dire, non. Depuis que je tourne en vedette, j'ai reçu quelques lettres du même genre et je ne m'en porte pas plus mal. Ouais. Alors, qu'attendez-vous de moi au juste? Bien... Vous êtes au courant de la nuit de Fontainebleau? Le gala donné dans l'enceinte du château par des vedettes et des gens du monde. C'est ça même. J'y participe avec Marie Pépis, qui doit également collaborer au film. Antiquaire, je la connais très bien. Ah oui? Donc, comme j'ai une propriété à Fontainebleau, je profite de cette occasion pour y réunir les principaux collaborateurs du film. Or, il m'ennuierait, bien sûr, d'avoir chez moi un de ces détectives privés dépourvus d'éducation. Bref, si vous acceptiez de vous joindre à nous, cela me permettrait de tirer un parti publicitaire de cette lettre. Petite masque. Je ne dis pas non. Mais j'aimerais savoir qui sera là, en dehors de Marie et de vous. Eh bien, par ordre d'ancienneté, Monsieur Méritournière. Quoi, l'historien, candidat à l'Académie? Mais oui, il doit veiller à ce que le film ne soit entaché d'aucun anachronisme. Peste, voilà qui sortira de l'ordinaire. N'est-ce pas? Autre originalité, c'est Patrice Géron, le chroniqueur, qui a écrit l'adaptation et les dialogues. Ah, vous verrez aussi la petite Bréal, qui a dessiné les maquettes des costumes, lesquels seront exécutés par Léa Montier. La haute couture et Marie avec ses meubles d'époque. Il doit s'agir d'un film à gros budget. Certes, rien que les droits du roman ont été payés 100 millions. Eh bien, j'imagine que Monsieur Patsy Mackenson, heureux auteur d'Adorable Adèle, va ravir son percepteur. Il y aura enfin Serge Slaughter, qui doit incarner Dunois. Et j'ai également invité la baronne Davidsen, afin que le monde entier soit au courant de cette réunion très intime. Parfait, parfait. Quand dois-je faire mon apparition? Demain, je vous prie. À l'heure qui vous conviendra le mieux. Très bien. Moi, je crois fermement à la métempsychose. Et vous, Nora? Ah oui? Donne-moi une de tes cigarettes, Serge. Et pourquoi donc, Madame Davidsen? Eh bien, tenez, c'est la première fois que je viens à Fontainebleau. Et pourtant, ce matin, en traversant la cour des adieux avec Marie, j'ai eu l'impression de m'y retrouver comme chez moi, dans une ambiance familière. Étrange, hein? Mais non, Alice, mais non. Cela tient probablement à ce que lorsque vous étiez enfant, on vous y aura mené voir l'impératrice. Mais bien entendu, cela date de trop longtemps pour que vous puissiez vous en souvenir vraiment. Oh, voici Patrice Géron. Oui, oui, Patrice, entrez par la porte-fenêtre. Pas de cérémonie entre nous. Bonjour, cher ami. Suis-je le dernier? Non, nullement. Madame Montier n'arrivera que pour le dîner avec Monsieur Méritournière, qui avait une conférence à donner. En sa qualité de candidat perpétuel à l'Académie? Oh, ne soyez pas méchant. Vous connaissez Madame Davidsen? Madame Pépis? Mademoiselle Bréal? Elles étaient au cocktail offert par la Scalena. Ah, mais oui, je me souviens fort bien. Mesdames, mademoiselle. Bonjour, Serge. Bonjour. Et Benetti, pas encore arrivé? Non, il m'a télégraphié qu'il ne pourrait être des nôtres. Une tasse de thé, Patrice? Oh non, merci, j'ai horreur de l'eau chaude. Mais je prendrai volontiers un de ces petits gâteaux, là.
Ah, ma chère, comme on est bien chez vous. N'est-ce pas? J'envie Madame Donat d'avoir déniché une si ravissante propriété. Et dans une région aussi recherchée. Oh, je n'ai aucun mérite. Ma famille maternelle habite à cette maison depuis plus d'un siècle. Vraiment? Mais alors votre grenier doit être plein de vieilles choses. Il faudra me laisser l'explorer. Je vais sûrement y faire des découvertes. Bien, vous pourrez y fureter tout à votre aise, puisqu'il est voisin de votre chambre. Ah, ce dont je vous sais gré de ne pas vous être formalisé. Une vue magnifique sur le château et un grenier pour dépendance. Une antiquaire peut-elle rêver mieux? Il n'y a pas de vieux documents dans ce grenier. Je m'intéresse aux pièces généalogiques et je... Eh bien, puisque mon grenier vous excite tant, montez-y tous y faire la chasse au trésor. Tandis que je m'assurerai que tout est en ordre pour recevoir mes autres invités. Moi, je m'arrêterai au premier étage, car j'éprouve le besoin d'une petite sieste. Très bien, très bien. Je reste avec toi. Je déteste la poussière des greniers. Et je meurs d'envie de t'embrasser. Non, Serge, la porte est ouverte. Ils peuvent nous voir. Et alors? Alors? Rien. Nous y voici. Eh bien, vous n'avez pas peur des fantômes, au moins. Je ne sais pas, madame. Mais moins que de certains vivants, en tout cas. Oh! Oh, des papillons. Justement, les Américains en raffolent. Monsieur Géron, tenez-moi ce bocal, je vous prie, que je les vois mieux. Eh ben, plutôt poussiéreux le bocal. Rien voir que dit l'étiquette. Oh, diable! Eh bien, nous ferons bien de nous laver soigneusement les mains. C'est du cyanure de potassium. Oh, comme dans les romans policiers. C'est un poison très violent, n'est-ce pas? Quelques parents de Nora devaient plonger ces papillons dans ce bocal pour les tuer sans risquer d'abîmer leurs ailes. Mais même les vapeurs en sont nocives. Eh ben, heureusement qu'il est bien bouché. C'est pourquoi ces cristaux sont si bien conservés. Il y a là de quoi remédier efficacement à la crise du logement. Quelle horreur! Oh, une boîte à musique. Et cette chaise peut très bien être réparée. Eh bien, si Nora n'est pas trop exigeante, je m'en vais la débarrasser de tout ça. Tiens, une auto qui demande la grille. Ce doit être Léa. Comme elle va être heureuse de voir son sergent de si bonnes mains. Vous serez peut-être de l'Académie française, mon cher maître, quand on terminera le film. Ça fera bien sur le générique. Mairie tournière de l'Académie française. Vous avez déjà travaillé pour la Scalena? Non, à vrai dire, c'est même mon premier contact avec le cinématographe. Mais l'agence a exigé que je sois chargé de veiller à l'exactitude historique. L'agence? Ah oui, c'est vrai. On ne connaît de Patsy McHudson que son agence, laquelle, en dépit du succès d'Adorable Adèle, se refuse toujours à révéler l'identité de l'auteur. Oui, on incline même à penser que ce pourrait être une femme. Comme c'est curieux que ce ou cette Patsy vous ait justement choisi. C'est que le dernier ouvrage de Monsieur Tournière, La jeunesse de la reine Victoria, a été unanimement apprécié. Madame Montier me disait justement... L'Académie, cette fois, se doit de vous élire. Certains de ces messieurs m'ont vivement encouragé à poser de nouveau ma candidature. Ainsi donc, Madame Montier, nous collaborons de nouveau. De nouveau? Oui. Quand je m'occupais d'une troupe théâtrale d'amateurs, je faisais taper les rôles dans une agence de la rue Blanche, que vous dirigiez, je crois. Bien sûr, c'était sa façon d'encourager les jeunes talents. Comme tu avais déjà un salon littéraire avec sandwich pour futurs génies, je ne pouvais pas marcher sur tes brisées. Je me demande pourquoi tu as changé de métier. La couture, c'est plein d'aléas. Et ça exige de gros capitaux. Oh, mais j'ai toujours mon agence. Et elle peut me rapporter des millions. Des millions? Des millions, ça ferait cher la ligne. Tout dépend de l'auteur. Je me trouve avoir une clientèle qui peut payer. À propos de dactylographie, Patrice, est-il exact qu'on peut identifier la frappe d'une machine aussi facilement qu'une écriture? Oh oui, à moins que la machine soit neuve. Ah, voici revenir notre grandissime metteur en scène avec une dame qui admire vos rosiers, Nora. Par exemple, c'est Madame Prentice, la vieille dame sans merci. Mais oui, c'est Elvire. Mais vous la connaissez donc aussi, Nora? Mes amis, j'ai invité Madame Prentice à se joindre à nous. Car j'ai reçu une lettre anonyme, me menaçant de mort si je tournais Adorable Adèle. Oh, mais oui, c'est pas vrai. C'est vrai. Ainsi donc, lorsque vous êtes arrivé chez Nora Donat, il ne s'agissait encore que d'une lettre anonyme. Oui, Arsène. Et cette fois, je ne croyais vraiment pas devoir alerter mon précieux ami le commissaire Arsène Bréval.
Je pensais que la lettre émanait d'une autre vedette, furieuse de n'être pas Adèle. Et je me réjouissais qu'elle me permît de faire un agréable séjour à Fontainebleau. Oui, menaces de mort et vols de bijoux sont, aussi bien que les changements d'époux, assez courants dans le monde du cinéma. Et justement, ce soir-là, dès le dîner, je me suis rendu compte que toutes ces dames avaient leurs griffes d'or à cause de Serge Slaughter. Le nouveau jeune premier, découvert par Nora Donna. Et découvert par Nora Donna dans les bras de Léa Montier. 2 poules vivaient en paix, un coq sur 20. S'il n'y en avait eu que 2. Hein? Mais Marie Pépis, que je connais depuis toujours, ce qui l'ennuie bien, se languit aussi pour ce gigolo, ainsi d'ailleurs que la baronne Davidson. Oh, chez cette dernière, si j'en crois les potins, le mal est à l'état chronique. Oui, oui. Et toutes ces dames étant très entraînées à ce genre de catch, la chose m'aurait paru plutôt divertissante s'il n'y avait eu Martine Bréal, prise dans les remous. La petite décoratrice. Elle est aussi amoureuse du beau Serge? Son cas me paraît plus complexe. Je l'ai toute fait surprise à regarder Slaughter avec des airs d'Ophélie à la dérive. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh oui, votre style est très imagé. Et c'est pourquoi j'aimerais, bien qu'ayant lu les dépositions, vous entendre me relater les circonstances du drame. Eh bien, après le dîner, nous sommes tous passés dans le living room pour le café, les liqueurs. C'est bien, Jeanne. Pour les liqueurs, nous nous servirons. Bien, madame. Cher ami, auriez-vous encore de ce merveilleux kirsch? Mais oui, des bouteilles, vous pensez. Un cadeau d'un admirateur alsacien. Lorsque j'ai tourné la Fritz, figurez-vous. Ah, Madame Prentice, vous préférez sans doute quelque chose de plus doux, Mais non? pas du tout, je tiens à goûter ce kirsch qui a fait une si mémorable impression sur Monsieur Géraud. Et pour vous, Léa? Ah, mais oui, certainement bien. Oui, 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 kirsch pour tout le monde. On ne peut rien boire de meilleur et je m'y connais. Je vais faire le service d'ailleurs. C'est Patrice. Toujours aussi jeune de caractère. Buvez ça, mon cher maître, et vous m'en direz des nouvelles. Je suis désolé, mon foie ne supporte pas l'alcool. Celui de Madame Davidson est sûrement plus tolérant. Mon Dieu, pour goûter ce fameux kirsch. Mais juste un doigt, là, merci. Cher maître, je disais tout à l'heure à Madame Prentice qu'il est pénible de voir un homme comme vous chargé de veiller à l'adaptation d'une gaudriole comme adorable Adèle. C'est une œuvre qui ne manque pas de qualité, je vous assure. Tous les détails historiques en sont parfaitement exacts. Patsy McHudson a certainement... Oui, a dû compiler vos confrères et c'est lui qui tire profit de leur érudition. Alexandre Dumas était plus honnête. Dumas, madame, mais ces œuvres sont pleines d'erreurs abominables qui ont une influence pernicieuse sur la jeunesse. À cause de lui, notamment, Richelieu fait figure... Qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là sur la terrasse. Mais où Ah, mais son crime a glacé, voyons. Voyez comme elle est pâle. N'ayez pas peur, mon enfant, nous sommes tous là. Qu'avez-vous vu? Non, buvez d'abord un peu d'alcool. Mais quel est votre verre dans tout cela? C'est celui de droite, Ah, bon, voilà. à côté de la boîte, merci. Merci, madame. Oh, c'est fort. Nous n'avons vu personne et pourtant il fait clair de lune. Justement, moi-même, tout à l'heure, j'ai cru distinguer un visage au dehors. Ah, vraiment, monsieur? Oui, mais j'ai aussitôt constaté que c'était la lune qui... Par exemple, voilà qui est curieux. Mais on dirait... Où sont mes lorgnons? Ah, les voici. Mais oui, ceci m'a tout l'air d'être la boîte à musique de l'impératrice. De l'impératrice, laquelle? Eugénie? Oui, pour les besoins du film, j'ai été amené hier à consulter certaines de ces lettres qui sont aux archives nationales. Dans l'une d'elles, Eugénie fait allusion au plaisir qu'elle éprouve à écouter partant pour la Syrie sur sa boîte à musique, dont, écrit-elle, les fleurs de nacre ressemblent à des étoiles de mer. Cela m'a frappé parce qu'une de mes tantes possédait une bonbonnière qui, lorsqu'on l'ouvrait, jouait précisément... Alors, vous pensez, monsieur, que cette boîte à musique aurait appartenu à l'impératrice? Constatez vous-même, madame. Ces rosaces de nacre ressemblent à des étoiles de mer quelque peu stylisées. Mais oui. Et, partant pour la Syrie, figurent parmi les morceaux que joue le rouleau. Eugénie et Hortense, c'est merveilleux. C'est ridicule. Cette boîte à musique est tout au plus de 1880. Oui, je suis navré de vous contredire, mon cher maître, et de décevoir Nora, mais je vois figurer aussi sur ce rouleau la valse bleue, qui n'était pas encore composée sous Badinguet. La valse bleue. Oui. En effet, je suis désolé, je n'avais pas lu le programme jusqu'au bout. Les fleurs de nacre partant pour la Syrie, c'est une telle coïncidence. L'erreur est humaine, monsieur Tournière. Mais grâce à vous,
Je penserai toujours à Hortense et Eugénie en voyant cette boîte à musique. Aussi, je tiens à ce qu'elle figure dans le film. Excellente idée. Eh bien, moi, je vous propose de boire à la reine Hortense. Bien voilà. Alors, à la reine Hortense. À la reine Hortense. Oh, mais qu'y a-t-il? Vous êtes souffrante, Madame Montier? Léa! Mon Dieu! Elle va tomber! Serge! Léa, Léa! Léa, il lui faut vite un médecin. Quand le médecin a constaté qu'elle était morte, empoisonnée au cyanure, vous avez d'abord cru au suicide, Madame Prentice? Oui, Arsène. Lorsque j'étais montée dans ma chambre avant le dîner, j'avais surpris un aparté entre Léa et le beau Serge, sur la terrasse, au-dessous de ma fenêtre. Serge, qu'il avait quitté pour devenir vedette dans le sillage de Nora Donna. Oui, et Léa essayait de le reprendre et lui disait « Je vais avoir de l'argent, Serge, beaucoup d'argent. » L'appât convenant à ce genre de poisson. Et alors? Eh ben, Serge aimait sans doute mieux tenir qu'espérer, car il lui a répondu inutile d'insister. Pour toi, les enchères sont closes. Belle mentalité. Enfin, vous avez eu une bonne idée de me téléphoner, même en croyant au suicide. Cela nous a permis de faire craindre des conséquences diplomatiques aux gens de la brigade. Ils ont agi avec discrétion, n'est-ce pas? Oh oui, mais c'est après leur départ avec le corps que Martine nous a asséné le coup final. Ah. Et Marie Pépis était en train de donner libre cours à sa bile. Non, Léa était libre de se tuer, mais pas de nous faire ça. Elle pouvait attendre un autre moment, au lieu de nous mettre ainsi dans une situation impossible, pour se venger. Se venger? Oui, Nora et Serge me comprennent. Inutile que j'entre dans les détails. Oui, il y a ça, bien sûr. Mais Léa m'avait toujours donné l'impression d'être une lutteuse. Et je ne l'aurais jamais cru. Femme à abandonner la partie, enfin. C'est affreux. Et un pareil scandale juste au moment Oui, ben ne où... vous tracassez pas, mon cher maître. Grâce à Madame Prentice, tout s'est passé discrètement et il ne sera pas question de suicide. Madame Montier ne s'est pas suicidée. Comment? On l'a tuée. Comment? Ah non, alors ça, ce serait la fin de tout. Mais pourquoi dites-vous cela, mademoiselle? Vous savez bien, monsieur Géron, Madame Montier n'était pas avec nous dans le grenier. Bien. Nous nous y trouvions quand nous avons entendu le coup de klaxon annonçant son arrivée. Bon sang, mais oui, mais vous avez raison. Madame Montier ignorait qu'il y avait du cyanure dans la maison. Comment, Patrice, si vous vouliez bien nous expliquer. Mais cet après-midi, ma chère amie, lorsque nous sommes montés explorer votre grenier, nous y avons trouvé un bocal contenant du cyanure de potassium. Oh, le bocal. Papa y plongeait les papillons en m'interdisant d'approcher. Mais c'est très dangereux, n'est-ce pas? Oh, quand je pense que ce bocal était au grenier et qu'une domestique aurait pu... Une domestique, y toucher. oui, Oh. mais pas Madame Montier. Vous avez raison, mademoiselle Bréal. Le suicide et l'accident se trouvent exclus. Il ne peut s'agir que d'un meurtre. Vous avez rudement bien fait de téléphoner pour qu'on vienne aussitôt prendre ce maudit bocal. Heureusement que la petite Bréal s'est souvenue de ce détail, sans quoi l'assassin aurait pu profiter de la nuit pour faire tout disparaître. Le laboratoire a-t-il pu vous donner des indications d'après nos empreintes? Oui et non. Ils sont certains que le bocal a été ouvert tout récemment, mais pour les empreintes, il y en a trop. Celles de Marie Pépis, de Géron, de la petite Bréal et de Bruno Espuru. Nous avons donc 4 suspects. À première vue, Géron et Espuru me paraissent pouvoir être mis hors de cause. Non, c'est aussi mon sentiment. Reste la Pépis et Martine, qui auraient pu supprimer une rivale, puisque toutes ces dames en pincent pour Serge. Mais Léa n'était plus dans la course. Voyons, ce n'était plus une rivale. Et pourquoi Martine, coupable, aurait-elle parlé de meurtre alors que nous croyions au suicide? Oui, c'est juste. Ce serait donc Madame Pépis, pour hériter de sa cousine. Allons donc. Certes, Marie est assez cupide, mais la situation de la maison de couture n'est pas tellement assise, alors que son propre commerce est très prospère. Sur la place de Paris, elle est la spécialiste numéro 1 du meuble restauration. Êtes-vous sûr d'abord qu'elle hérite de Léa? Oui, je me suis renseigné chez le notaire. Madame Montier a fait détruire ces jours-ci le testament en faveur de Serge Slater, et Madame Pépis est sa seule parente. Et en outre, si nous mettons cette dernière hors de cause, il ne nous reste plus aucun suspect. Évidemment. Et la lettre anonyme que je vous ai remise, avez-vous pu en tirer quelque chose? Facilement. Outre les empreintes de Nora Donna, on y a relevé celle de Léa Montier. Du travail de débutant. Pauvre femme. Elle pensait sans doute que si Nora renonçait à faire ce film, elle pourrait récupérer Serge. Elle menaçait de mort. Et c'est elle qu'on a tuée. Oh, 12:10. Il faut que je rentre à la Chênaie. Vous restez à Fontainebleau? Oui. Vous pourrez toujours me joindre à l'hôtel de Moret. Mais j'aime mieux demeurer dans la coulisse. En agissant seul, vous avez plus de chances de découvrir des choses intéressantes, car ils seront moins sur leur garde. Oui. Vous avez beau jouer habituellement les détectives amateurs, cette fois, vous êtes aussi dans le bain. Quel serait mon mobile?
Mes toilettes sont trop particulières pour que j'aie pu donner à Madame Montier l'occasion de me les rater. Et le beau Serge? Arsène, me feriez-vous l'honneur d'être jaloux? Dieu merci, il n'y a rien dans les journaux. Pensez-vous, Madame Prentice, que cette mort puisse empêcher la réalisation du film? Oh, ça finira sûrement par s'arranger d'une façon ou de l'autre. De gros intérêts sont en jeu. Le ciel vous entende, Madame Prentice. Tant de choses semblent se liguer contre ce film. Les menaces contre Madame Donna, le drame de cette nuit. Vous comprenez, le fait que j'ai été choisi pour ce film semble avoir été une bonne note aux yeux de ces messieurs du quai Conti, et si... Non, soyez tranquille, mon cher maître. Si ça ne tient qu'au film, vous serez bientôt académicien. Maintenant, excusez-moi, il faut que j'aille rendre visite à Marie Pépi, je le lui ai promis. Bonjour Elvire. Oh, pardonnez-moi de vous avoir fait attendre, j'ai dû aller à Paris pour la succession de cette pauvre Léa. Ça m'a fait perdre du temps. Et si je ne suis pas indiscrète, ça se présente bien, cette succession? Elle n'est pas très nette, à cause des dettes. Enfin, j'ai décidé de l'accepter quand même. Je n'entrerai pas en jouissance avant plusieurs semaines, et entre-temps, Thérèse, la première, gérera la maison de couture. Mais il me faut déjà penser à la prochaine collection. Heureusement que... ceci entre nous, n'est-ce pas? Oh, soyez tranquille. Je crois qu'il y a de l'eau dans le gaz en ce qui concerne les débuts cinématographiques de Serge. Non. Benetti paraît fermement opposé à ce qu'il incarne Dunois. Alors, si je propose à Serge de s'associer avec moi pour diriger la maison de couture qui prendrait son nom, il aimerait probablement mieux tenir qu'espérer. Je le crois volontiers, mais d'un autre côté, si son engagement est signé... Mais pas du tout! J'ai profité d'être à Paris pour donner quelques coups de fil à ce sujet. L'engagement n'est pas signé. La Scalena a seulement pris une option sur Serge, sous réserve, justement, que Benetti trouve ses essais satisfaisants. Sachant cela, je me suis tout à l'heure montrée machiavélique. Ah ben ça aussi, je le crois sans peine. J'ai félicité Nora de vouloir imposer Serge à tout prix. Je lui ai dit que même s'il n'était pas très bon acteur, avec un physique comme le sien, toutes les spectatrices en seraient folles et qu'il ferait le succès du film. J'ai tout de suite vu que ça lui donnait à réfléchir et je crois que Benetti va la trouver plus conciliante. Elle fera sans doute espérer un autre engagement à Serge, mais il n'en sera pas moins vivement déçu. Et c'est à ce moment-là que moi, mine de rien... Et vous gagnerez ainsi sur les deux tableaux. Voilà. Très machiavélique, en effet. Mais d'ici là, vous avez à vous produire devant le tout Paris, réunis à Fontainebleau, et vous ne savez pas votre rôle. Je l'étudierai ce soir avant de m'endormir, comme on me recommandait de le faire au pensionnat. Nous pourrions répéter encore une fois. Oh non, 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 non. J'attends Géron. J'ai besoin de lui parler. Alors, figurez-vous que je suis passée à l'agence de dactylographie, l'agence de Léa, oui. Et devinez ce que j'ai trouvé dans le tiroir de son bureau personnel. Un poudrier et un tube de rouge. Oui, mais en métal doré. Seulement, il voisinait avec des pages provenant du manuscrit d'Adorable Adèle. Or, si Léa a pris la peine de les subtiliser, c'est que ses autographes doivent avoir de la valeur. Et c'est autant de prix sur la succession que le fisc ne verra pas. Ah, ce doit être Géron. Vous permettez, ma chérie. Entrez, Géron, entrez. Vous connaissez Madame Prentice. Mais certainement. Bonjour, Bonjour, monsieur madame. Géron. Vous vouliez me voir, ma chère amie Voilà, j'ai à vous parler. Vous allez me renseigner. On m'a proposé des autographes de Patty McHudson, des pages manuscrites d'Adorable Adèle. Et je pense que, avec le film, ça peut monter de façon intéressante. Mais je voudrais savoir combien cela coûte approximativement pour ne pas... Chère Madame Pépis, les autographes n'ont de valeur que si leur auteur est connu. Or, personne ne connaît McHudson. Vous voudriez bien être aussi inconnu que lui, 500 000 exemplaires vendus, rien que pour la France. Son livre est très connu. Mais lui, selon une stratégie publicitaire qui a maintes fois fait ses preuves, cache farouchement son identité. Alors, dans ces conditions, comment pouvez-vous être assuré que ces pages sont vraiment de McHudson? Ah oui, c'est juste. Peut-être que Léa savait... Croyez-moi, ne sortez pas de vos activités ordinaires. Comment? Pourquoi ne pas demander à Nora quelque autre bricole? Des briques? Oui, après les chaises, le cadre à papillon et la boîte à musique, je suis sûr qu'elle vous céderait aussi à bas prix certains bocals anciens. Maintenant qu'il a servi une fois de trop. C'est vous, Madame Prentice. Bonsoir, Martine. Depuis hier, notre vie est tellement bouleversée que je n'ai pas eu le temps de vous remercier. Me remercier? Oui, de la part de mon ami, le commissaire Bréval.
Sans vous, on aurait perdu un temps précieux à croire que Madame Montier s'était suicidée. Et l'assassin en aurait profité. Mais vous avez su déduire qu'il s'agissait d'un meurtre, grâce à la provenance du poison. Le commissaire n'a pas à me remercier. C'est naturel. Oui, ce qui n'est pas naturel, en revanche, c'est que vous ayez su d'où provenait le poison. C'était une simple hypothèse. Le médecin avait parlé de cyanure, alors j'ai pensé qu'il pouvait provenir du bocal. Non, non, vous étiez certaine qu'il provenait du bocal, puisque vous vous êtes appuyé là-dessus pour démontrer qu'il ne pouvait s'agir d'un suicide. Comment pouviez-vous avoir cette certitude? Voilà ce qui me préoccupe, mon enfant. C'est moi qui ai pris le poison dans le bocal. Mais je ne pouvais pas laisser croire au suicide. On ne l'aurait pas enterré à l'église, c'eût été trop injuste. J'ai voulu réparer un peu le mal que je lui avais fait. Ah, dites-moi tout, mon enfant. Vous ne pouvez plus vous taire. Et à mon âge, il n'est rien qu'on ne puisse comprendre. Serge a été mon premier amour. Et j'avais toujours pensé que nous nous marierions. À son retour, quand j'ai appris qu'il allait jouer dans ce film auquel je collaborais, je me suis précipitée chez lui. Ça a été ma dernière joie. Continuez, ma chérie. Il a paru heureux de me revoir et nous avons bavardé. Et puis, il a quitté la pièce. Et après un moment, c'est un ami à lui qui est venu me rejoindre. Ah, mon pauvre petit. Non seulement mon beau rêve m'éclatait au nez, mais Serge m'envoyait ce garçon comme si j'étais... Et comme si vous étiez ce qu'il est. En sortant de chez lui, je pensais me jeter dans la Seine. Seulement, j'ai pas pu me résoudre à disparaître dans cette eau sale. Un pauvre enfant. Je ne songeais plus qu'au suicide. Aussi hier, quand M. Géron a découvert le bocal, et quand je l'ai entendu dire que c'était un poison violent, plus tard, je suis remontée prendre quelques cristaux dans du papier. Et je les avais dans mon sac hier soir. En mourant, je leur ai dit « Adieu, Serge, je te pardonne. » Oh, maintenant, ça me paraît ridicule, du mauvais mélo. Sur l'instant, ça me paraissait très beau, très noble. J'allais mourir, mais à ce prix, je vivrais toujours dans la mémoire de Serge, repentant. Le repentir, l'air mort de Serge, ma pauvre petite. Oh, vous voyez, malgré tout, j'étais encore très naïve. Mais avant le dîner, la porte-fenêtre était entr'ouverte et j'ai surpris quelque chose qu'il a dit à Madame Montier sur la terrasse. À propos des enchères qui étaient closes. Oui. Et moi aussi, j'ai entendu ça. Ah oui. Oh, j'ai été écœurée. Et j'ai plaint Madame Montier, vous comprenez? Je ne savais pas que Serge était avec elle quand nous nous sommes connus. Et il m'avait dit être seulement son modéliste. Et je l'avais cru, bien sûr. Et puis, dans le grenier, une remarque de Madame Pépis m'a ouvert les yeux. Oh, j'ai eu honte alors du rôle que Serge m'avait fait jouer à mon insu. Aussi, quand je l'ai entendu parler si durement à Madame Montier, j'ai décidé de le tuer avant d'en finir moi-même avec la vie. Comment? Vous voulez dire que... Oui, quand j'ai poussé un cri en prétendant voir un homme sur la terrasse, c'est dans le verre de Serge que j'ai mis le cyanure. Et Madame Montier s'est trompée de verre. Oui. Elle est morte par erreur. Voilà donc pourquoi nous n'arrivions pas à imaginer le mobile de cet assassinat. Quand je vais raconter ça à Bréval demain. Voilà, madame. Je vous ai tout dit. Que dois-je faire? Avant tout, ne plus parler de vous suicider. Oh. Si j'avais persisté dans mon intention, ce serait fait maintenant. Non, je suis prête à expier, bien que je n'ai pas voulu ça. Bon. Mais dites-vous surtout qu'il n'y a pas que des Serges sur la terre. À votre âge, Martine, on ne doit pas désespérer de l'amour. Oh, l'amour. Dois-je aller trouver la police maintenant? Non. Couchez-vous, tâchez de dormir. Et pour le reste, fiez-vous à moi. Allô, Madame Prentice? Ah bonjour Arsène, où êtes-vous donc? À Paris. C'est pourquoi je vous téléphone. Je ne pourrai
pas être de retour à Fontainebleau avant la fin de l'après-midi. C'est sans importance, mon cher Arsène, j'éclaircis toute l'affaire. Pas possible. Et qui a fait le coup? Personne. Comment ça, personne? Arsène, je vous expliquerai tout lors du souper que vous m'offrirez après le gala. À ce soir. Oh, Madame Prentice, c'est le ciel qui vous envoie. Que se passe-t-il d'Honora? Où est Marie? Elle m'a laissé en plan, malade de trac probablement. Mais elle aurait quand même pu me téléphoner. Enfin, vous allez la remplacer, vous savez Arsène. Moi? Mais voyons, Nora, mais je n'ai pas de Mais cause. vous savez le rôle, c'est l'essentiel. Vous êtes en mauve? Oui, c'est parfait pour Arsène. Alors, c'est oui? Ah, il n'y a pas moyen de vous dire non. C'est fini. Il vous en fait un succès, cher ami. Non, parce que l'anachronisme de ma robe les amusait. Tiens, Arsène, vous êtes venu m'attendre. Félicitations. Mais que se passe-t-il? Pourquoi remplacez-vous Madame Pépis? Elle m'a fait faux bon sans même prévenir. Pourtant, elle tenait beaucoup à son rôle. Arsène, allons à la villa. Tant que je n'aurai pas revu Marie, je ne me sentirai pas à mon aise. Ouvrez, Madame Pépis. Nous avons vu la lumière. Nous savons que vous ne dormez pas. Que de bruit, que se passe-t-il? Monsieur Tournière, où est Marie? Madame Pépis, où est-elle? Mais elle doit être maintenant au château, car elle... Mais non, c'est justement... Oh, Arsène, elle a peut-être eu un malaise, il faudrait entrer. Fermez à clé. Et la clé est dans l'intérieur. Ah oui, ça n'est pas normal. Écartez-vous, madame, je vais tâcher d'enfoncer cette porte. Mon Dieu, Marie! Oh, ce couteau! Quelle horreur! Et vous prétendiez avoir éclairci l'affaire. En tout cas, Arsène, la préméditation est à exclure. L'assassin ne pouvait pas prévoir que Tournière, après avoir dîné, déposerait le plateau dans le couloir, mettant ainsi un couteau à sa disposition. Mais comment l'assassin a-t-il pu s'enfuir après avoir poignardé Madame Pépis? Non seulement la porte était fermée à clé de l'intérieur, mais la targette était poussée, puisque je l'ai arrachée avec sa gâche en enfonçant la porte. Marie ne s'est pourtant pas suicidée d'un coup de couteau dans le dos. Elle était étendue en travers la commode, m'avez-vous dit. Oui, cette commode était contre la porte, et c'est quand je l'ai repoussée que le corps est tombé par terre. Marie aurait donc été poignardée alors qu'elle cherchait à s'enfuir. Sans doute avait-elle déplacé cette commode afin d'avoir plus de recul pour se regarder dans la glace et lorsqu'elle aura voulu fuir son assassin. D'abord, cher ami, Madame Pépis n'avait pas encore revêtu son costume d'Arsinoé. Ah. Ensuite, pour fuir ainsi son assassin, comme vous dites, il fallait que celui-ci fût déjà dans la chambre. Or, elle n'aurait pas fait ses préparatifs et déplacé la commode avant d'être seule. Vous oubliez, Arsène, que la fenêtre était grande ouverte. Non, mais elle se trouve à 8 mètres du sol et le mur ne présente aucune aspérité. Ah, c'est vrai. Dans l'état où nous avons trouvé cette pièce, il était impossible aussi bien d'y entrer que d'en sortir. Pourtant, l'assassin a tué votre ami et a disparu ensuite. Alors, Arsène, j'ai grand peur que ce soit le diable. Quelles sont vos conclusions, docteur? Oh, la cause de la mort est évidente. Je vais faire emporter le corps, mais l'autopsie ne m'apprendra rien de plus. L'arme étant restée fichue dans son dos, elle a certainement succombé à une hémorragie interne. L'agonie a été longue? Non, quelques minutes, pas plus. Mais à sa place, ça nous aurait peut-être semblé long. Bon. Ben, vous me téléphonerez après l'autopsie. Je suis à l'hôtel de Moret. Arsène, Monsieur Tournière va peut-être pouvoir nous aider à préciser l'heure du crime. Marie lui a parlé. Un instant, je vous prie. Tout le monde est rentré maintenant? Oui. Bon, alors procédons avec ordre. Comment se fait-il tout d'abord, Madame Donna, que la victime soit demeurée ici au lieu de partir avec vous, puisqu'elle était votre partenaire? Elle voulait s'habiller ici et prendre ensuite un taxi. Tout le monde assistait au spectacle? Oui, à l'exception de Monsieur Tournière. Et les domestiques? Je leur avais donné campo pour la soirée. Nous devions souper dehors. Un plateau avait été préparé pour Monsieur Tournière. Le fameux plateau. Ainsi donc, vous avez causé avec Madame Pépis, Monsieur Tournière. Après le départ des autres, je suppose. Oh oui, j'avais même fini de dîner.
Si bien que lorsqu'on a frappé à ma porte, j'ai cru qu'on venait chercher le plateau. Mais c'était Madame Pépis qui... Cet entretien a donc eu lieu dans votre chambre. À quel étage? Au premier. À la vérité, on ne peut pas dire que l'entretien ait eu lieu dans ma chambre. Madame Pépis a simplement ouvert la porte et m'a parlé, la main sur la poignée. Oui, je vois. Et que voulait-elle? C'était à propos d'un manuscrit. Encore? C'était une obsession. S'il vous plaît, laissez parler Monsieur Tournière. À propos d'un manuscrit, disiez-vous? Oui, un manuscrit de Patsy McHudson. Madame Pépis pensait que cela pouvait avoir de la valeur, mais l'identité véritable de cet auteur étant gardée secrète, elle avait besoin d'établir l'authenticité de ses autographes. Alors, comme j'ai été choisi pour veiller à l'exactitude historique du film tiré d'Adorable Adèle, Madame Pépis pensait que je connaissais cette identité. J'ai été navré de la décevoir, mais si j'ai été choisi, c'est sans doute que mes travaux... Oui, bien sûr. Quand elle vous a parlé, vous aviez déjà déposé votre plateau sur le palier? Oh oui, je travaille à une étude sur Éléonore d'Aquitaine et j'avais besoin de toute la table pour les documents. Quelle heure était-il à peu près? Je ne saurais dire. J'ai certainement dû consulter plusieurs fois ma montre, mais j'avais l'esprit accaparé par ce mariage Plantagenet qui... en tout cas, c'était avant 10 heures, car je prends un médicament à cette heure-là et Madame Pépis était venue un bon moment avant. Oui. Et je suppose que le bruit de votre machine à écrire vous a empêché d'entendre quoi que ce soit, sinon vous seriez intervenu. Oh, je ne tape pas à la machine, je me sers d'un stylographe. Ah oui? Mais vous n'avez quand même rien entendu? Non, pas de cri en tout cas. Il n'est pas dit qu'elle ait crié. Mais l'assassin est passé devant votre porte, puisqu'il a pris le couteau. Oui, bien sûr. Oh mon Dieu, c'est affreux de penser que... évidemment, j'ai pu entendre monter quelqu'un sans y prêter attention. Si l'on avait crié ou appelé... J'ignore si les circonstances l'ont servi, ou s'il avait minutieusement calculé son plan, mais l'assassin semble avoir réussi un coup de maître. Un véritable meurtre en chambre close. Mais la fenêtre était ouverte, n'est-ce pas? Alors, avec une échelle, il a pu... Oh, il aurait fallu que ce fût l'échelle des pompiers. Ils ne la prêtent pas volontiers. Mais, et sur le couteau, les empreintes digitales? Aucune empreinte. Autrement, il n'y aurait point de problème. Pour saisir le couteau et éviter de se tacher, l'assassin a utilisé la serviette de table qui était aussi sur le plateau. Ma serviette? Oui, on l'a retrouvée tachée de sang. Où l'a-t-on trouvée? Dans une bordure de capucine, 8 mètres au-dessous de la fenêtre de Madame Pépis. Cette pauvre Marie. Elle aura été jalouse de Léa jusqu'au bout. Il a fallu qu'elle s'offre un assassinat encore plus extraordinaire que le sien. Madame Prentice. Oh, Martine, vous m'avez fait peur. Oh, excusez-moi. Je guettais le moment où vous seriez seule. Vous avez dit au commissaire que c'était moi qui... Oui, accompagnez-moi au grenier. Nous serons tranquilles et vous pourrez m'aider. Vous allez au grenier? Oui, je viens d'avoir une idée que je tiens à vérifier. Elle expliquerait comment Marie a pu être tuée. Ah, mais le commissaire, qu'a-t-il dit? Il a dit que vous aviez de la chance. Quoi? Que Marie ait été tuée pendant que vous étiez avec moi au spectacle. Ça vous assure un alibi pour ce meurtre. Mais donne aussi à penser que Madame Montier a pu être assassinée. Mais je vous jure, madame, que je n'ai pas voulu la tuer. Pas vous, quelqu'un d'autre qui, ayant surpris votre geste, aura discrètement interverti les verres afin d'empoisonner Léa avant de poignarder Marie. Ah, nous y voici. Et si l'assassin était passé par le toit? Pour ma part, j'avoue n'avoir même pas pensé au toit. Mais j'étais arrivé à la même conclusion. Il suffit de découvrir l'assassin, et le reste, on le lui fera avouer. Oui, Arsène, nous n'avons qu'à dresser une liste. Eh ben, c'est fait. Outre Tornière, qui lui était sur les lieux mêmes, 3 personnes ont eu la possibilité de retourner assassiner Madame Pépis. Patrice Géron. Géron? Oui. Oui, c'est exact. Il nous a quittés à l'entrée du château pour aller repérer les personnalités présentes et, par suite des circonstances, je ne l'ai plus revu qu'après la découverte du meurtre. Vient ensuite Serge Slaughter. Il a quitté Nora pour aller dans l'assistance, sous prétexte de prendre des clichés de Nora lorsqu'elle serait en scène. Ah, alors j'ai été photographié dans le rôle de ma vie. Non, car le flash du beau Serge n'a pas fonctionné. Donc rien ne prouve qu'il n'est pas retourné à la villa durant qu'il prétendait être parmi les spectateurs. Absolument rien. Et la troisième personne? Puisque Serge n'était plus avec Nora, Nora n'était plus avec Serge. Quoi?
Vous pensez que Nora aurait aurait... très bien pu faire un rapide aller-retour dans sa buick et supprimer ainsi la nouvelle rivale qui cherchait à lui ravir Serge en se l'associant. Tout comme elle pouvait profiter de l'occasion que lui offrait Martine pour se débarrasser de Léa Montier, en qui elle avait peut-être deviné l'auteur de la lettre anonyme. Nora, pour un Serge Lotter, une grande artiste si fine, si intelligente, aurait... Il fallait justement qu'elle fût fine et intelligente pour savoir profiter instantanément de l'incident de la boîte à musique. Aussi bien que du couteau qu'elle a vu sur le plateau en montant chez Madame Pépis. Non, je ne puis le croire. Évidemment, je n'ai aucune preuve. Mais d'ici demain, j'aurais bien imaginé un piège pour l'amener à tout avouer. Oui, c'est ça. Bonne idée. Ne faites rien avant demain. Pourquoi? Parce que la nuit porte conseil. Vous l'ignoriez. Oui, entrez. Puis-je vous demander un service, mon cher maître? Je viens de me blesser bêtement à la main, ce qui vous explique ce pansement sommaire, et je dois écrire une lettre urgente. Pouvez-vous me servir de secrétaire? Oui, bien sûr, Madame Prentice. Merci. Voici une feuille de papier, si vous voulez bien prendre mon sac. Oui, sous mon bras. Vous allez y trouver mon stylo. Mais j'ai le mien. Encre violette. Un nom bleu. Oh, alors je vous en prie, servez-vous du mien, je suis superstitieuse, et c'est toujours à l'encre violette que j'écris mes lettres d'amour. Ah, parce que c'est une... Oui, d'où l'urgence, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oh, mais... Mon revolver vous gêne? Posez-le sur la table, le stylo doit être au fond du sac. Là, vous voyez. Oh, rassurez-vous, ce sera très bref. Je vous écoute, madame. Mon amour chéri, comme les jours me semblent longs, je te reste fidèle, mais ne me fais pas trop languir et reviens-moi vite. Là, ce sera tout, je ne veux pas abuser de votre complaisance. Et comment dois-je signer? Signé Adèle. C'est donc bien ça. Mauvaise femme, Frédégonde, Isabeau. Laissez ce revolver! Vous vouliez me faire chanter, vous aussi. Faites attention, Ne bougez pas. détente est très... Ne bougez pas. Une tasse de thé peut-être, Madame Prentice, pour vous remettre? Non, je prendrai plutôt un peu de votre kirsch. Je n'aurais jamais cru, Arsène, qu'on puisse se tuer net en sautant la fenêtre d'un premier étage. Sans doute avait-il le cœur aussi malade que le foie. Vous paraissiez avoir une idée derrière la tête en me quittant, et c'est ce qui m'a incité à venir faire un tour ici. Mais je ne m'attendais pas à une pareille réception. Pourquoi ne m'avoir rien dit? C'était tellement extravagant à première vue que je voulais acquérir une certitude. J'ai pensé que si je lui dictais un passage d'adorable Adèle, sa réaction me permettrait de savoir s'il était coupable ou non. Mais il a tiré sur vous. Nous avons entendu plusieurs détonations. Oui, avec le revolver que j'ai toujours dans mon sac en prévision de mauvaises rencontres, mais que par crainte d'accident, je charge toujours à blanc. Vous êtes futé. La similitude d'écriture n'eût pas suffi, mais sa tentative de meurtre sur vous équivalait à un aveu. C'est donc Tournière qui a tué Madame Montier et Marie Pépis. Oui. Tout à l'heure, au cours d'une conversation, le commissaire m'avait fait remarquer comme l'assassin avait su mettre à profit aussi bien l'incident de la boîte à musique pour empoisonner Léa que la présence du plateau sur le palier pour poignarder Marie. N'est-ce pas, Arsène? Oui. En effet, oui. Alors, me rappelant que seule Tournière était demeurée ici hier soir avec Marie, j'ai soudain pensé que le mieux à même de profiter d'un incident, c'est encore celui qu'il provoque. Et à propos de cette boîte à musique, Tournière avait émis une sensationnelle affirmation, avec une légèreté bien surprenante, chez un aussi grave historien. Je devine que, ne se servant pas de machine à écrire, il faisait dactylographier tous ses manuscrits à l'agence de Madame Montier. Et de la sorte, celle-ci avait pu découvrir la véritable identité de Patsy McHudson. Oui, et l'autre soir, en venant ici avec lui, ayant besoin de capitaux pour sa maison de couture, elle a dû amorcer un chantage. Que Marie a ensuite reprise à son compte. Non, je crois que Marie cherchait simplement à tirer profit de ces autographes qu'elle avait pu détourner de la succession. Mais son insistance a paru équivoque à Tournière.
Et il a cru qu'elle le menaçait à mot couvert. Mais je ne comprends pas. C'est tout de même pas un crime que d'avoir écrit un best-seller. Ah si, quand on ambitionne d'entrer à l'Académie française. Les amours tumultueuses de l'adorable Adèle eussent probablement suffi à faire se raviser définitivement ces messieurs du Quai Conti, même si elles se situaient dans un cadre historique d'une scrupuleuse exactitude. Seigneur, je n'aurais jamais cru que ce petit homme... Ah, il était rusé. Pensez qu'il a eu l'idée d'aller jeter la serviette ensanglantée sous la fenêtre de Marie. Oui. Mais maintenant, nous ne saurons probablement jamais comment il s'y était pris pour tuer Madame Pépis. Mais pourquoi? C'est tout simple. Alors ça, par exemple... Mais oui, tout simple. Une fois que l'on sait tournir coupable, il est aisé d'imaginer Marie, poignardée par lui sur le palier, courant se réfugier dans sa chambre avec l'arme fichée dans le dos. Folle de terreur, elle ferme la targette, tourne la clé. Tout comme Élisabeth d'Autriche, lorsqu'on la poignarda à Genève. Elle ne s'est peut-être même pas crue blessée. Seulement lorsqu'elle a voulu pousser la commode derrière la porte, cet effort l'a achevée. Elle s'est effondrée en travers du meuble, morte. Vous avez vu Madame Prentice à propos de la fête d'hier? Ses titres dans les journaux? Une étonnante arsinoïde. L'homme au ruban vert supplanté par la dame au ruban mauve. Madame Prentice au téléphone. Ah, c'est Préval sans doute, excusez-moi. On parle aussi de vous, Nora. Tous les journaux s'accordent à reconnaître que vous aviez une très jolie robe. Merci. Ainsi, d'après ce qu'il m'a dit, Serge va désormais se consacrer à la chronique de mode. Avec vous. Oui. Le pauvre garçon était tout déçu que la Scalena, malgré votre recommandation, ait finalement préféré en engager un autre. Mais on lui proposait un autre rôle dans le film. Sans doute, mais il a compris que sa véritable vocation, c'était la mode, la couture, tout ce qui plaît aux femmes. Oui. Au fond, c'est probablement mieux ainsi. Ce rôle n'était quand même pas encore de mon âge. De son âge, voulez-vous dire? Peu importe. Le croiriez-vous? Ce coup de téléphone, c'était pour me proposer un engagement. Ah, et au français, sans doute. Oh, voyons, vous vous moquez, le français, ça n'est plus de mon âge. Non, c'était Monsieur Varna. Il m'offrait la vedette dans la prochaine revue du Casino de Paris. L'ai-je bien descendu?